Peut-on lire dans le cerveau et faire des prédictions? Les marketeurs peuvent-ils nous contrôler? On va s'intéresser aux expériences qui sont faites pour essayer de mieux comprendre le comportement du consommateur. On pose des questions aux gens et on attend la bonne réponse. Le marketing souffre. Des milliards de dollars sont dépensés dans le marketing. Nous sommes exposés à 2 millions de pubs télé dans notre vie. C'est comme regarder 8 heures de pub par jour, 7 jours sur 7, pendant 6 ans. C'est la crise. Chaque dollar dépensé doit faire la différence. Avec le neuromarketing, chaque dollar dépensé dans le marketing est extrêmement efficace. Le neuromarketing utilise les nouvelles techniques d'exploration cérébrale. Et en principe, il n'y a qu'un objectif, comprendre notre subconscient. Voilà, c'est dit. Il s'agit de comprendre notre subconscient. Oui, mais dans quel but? Pour mieux nous soigner, mais aussi pour mieux nous influencer? Ces questions et toutes celles que soulèvent les sciences du cerveau font débat à l'Assemblée nationale. Les parlementaires s'interrogent sur les enjeux éthiques des neurosciences, et notamment sur le neuromarketing. Oui, le cerveau nous intéresse, nous chercheurs, les médecins, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est que notre cerveau les intéresse, et ce sont les publicitaires, ce sont les développeurs de jeux vidéo. Il y a tout un business qui implique des milliards qui existe autour des sciences du cerveau aujourd'hui. Alors, principalement aux États-Unis, mais c'est en train d'arriver chez nous. Le neuromarketing, c'est l'utilisation des techniques de neurosciences en complément des techniques classiques de marketing. C'est-à-dire que l'on va essayer de voir comment le cerveau réagit face à de nouveaux produits ou une campagne publicitaire ou la bande-annonce d'un film, par exemple. Le neuromarketing, c'est très simple. On analyse les ondes du cerveau pour mesurer l'efficacité du marketing, de la publicité, du merchandising, des marques. Mais sans poser de questions aux gens. On regarde directement dans le cerveau, directement, sans faire d'interprétation. Aucune interprétation humaine. Grâce à l'IRM, on peut disséquer le cerveau avec une résolution millimétrique. Ces techniques, qui nous permettent d'observer les processus inconscients qui déterminent nos comportements, nous permettent également d'interroger le cerveau du consommateur et de lui demander ce qu'il veut vraiment. How can industry be sure that what it makes are the things that people really want? And here the story begins, at the Opinion Center. These women are doing research. And these women are doing research too. The women you have just seen are not professional researchers. They're simply housewives from all over the country. But all these women are doing research concerned with products for the home. Research on style, utility, and sales. Bien avant ces images, il y a longtemps,
La vie était simple, les objets étaient rares, fabriqués à la demande, le marché restait local et la concurrence n'existait pas. Le marketing n'avait alors aucune utilité. Et puis, Homo industrialis entre dans l'ère de la production et se met à fabriquer les biens en grande quantité. Dès lors, le marché doit s'étendre, la concurrence apparaît. Homo industrialis ne connaît plus son client personnellement. Il fabrique d'abord, il vend après. Tout s'accélère et le marché devient saturé. L'offre est supérieure à la demande. C'est alors la crise, celle de 1929. C'est là que naît le marketing offensif. Recruter des clients et éliminer le concurrent sont indispensables à la bonne marche des affaires. Les outils de communication se multiplient et la marque devient l'étendard du produit. En s'appuyant sur l'étude du comportement du consommateur, il prétend à la rationalité, à la scientificité. Grâce aux questionnaires, aux sondages, le marketing est convaincu d'atteindre son Graal, connaître les préférences des consommateurs. Quand il y a une crise, tout le monde se serre la ceinture. Les gens n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas riches. On se sent tous pauvres aujourd'hui, qui que l'on soit. Même Bill Gates se sent pauvre aujourd'hui. On fait très attention à ce que l'on dépense. C'est pourquoi un marketeur doit travailler dur pour nous convaincre que ce qu'il nous vend mérite notre argent, le temps qu'on y passe et l'attention qu'on lui accorde. Oh, I like that one. I prefer that one on the right. I like this one here. Now, how accurate are the Opinion Center findings? Well, so far, they've never been wrong. Il est bien connu que 80 à 90% des produits lancés sur le marché échouent au cours de la première année. Pourtant, des études ont précédé leur mise sur le marché. Et il y a donc un fossé entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Il y a de gros problèmes avec les techniques de marketing classiques, avec par exemple des questionnaires ou les groupes de discussion. Les questionnaires sont biaisés, les groupes de discussion peuvent être complètement phagocytés par un personnage qui prendrait le pouvoir sur les autres, d'un point de vue mental ou d'un point de vue de sa personnalité. L'avantage qui est vendu par les gens qui font du neuromarketing, c'est de ne pas passer par la verbalisation. On ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent. Prenons Apple, par exemple. Je vous demande ce que cette marque évoque. Vous direz peut-être, Apple, c'est tendance, cool et sexy. Apple, c'est convivial. Et c'est aussi une technologie de pointe. L'approche traditionnelle consiste à demander « Pensez-vous qu'Apple soit tendance, cool et sexy ? Pensez-vous qu'Apple soit à la pointe ?» Mais dès que je vous pose la question, la réponse est déjà biaisée. Si on demande aux gens, on n'a jamais la bonne réponse. C'est pourquoi nous mesurons en profondeur, dans le subconscient, là où la marque est vraiment inscrite. The members of the jury are asked to consider a number of different characteristics. Poser des questions aux consommateurs, ça ne marche donc pas. Mais pourquoi ? Pourquoi les consommateurs ne disent-ils pas la vérité ? Est-ce qu'ils mentent ? Est-ce qu'ils ont peur d'avouer leurs préférences ? Pour les brioches plutôt que pour la laitue, pour une marque plutôt que pour une autre? Ou est-ce parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes? Est-ce parce que nos choix sont le fruit de nos émotions bien plus que de la raison? The members of the jury are asked to consider a number of different characteristics. Deep in the subconscious. C'est extrêmement rassurant pour nous de nous dire que tout ce que l'on fait est pesé, mesuré. Or, si on regarde vraiment comment nos décisions sont prises, il y a une grande part d'émotion. Au commencement, l'homme avait besoin d'un cerveau pour respirer, manger, fuir le danger et se reproduire. Et puis, peu à peu, il s'est mis à vouloir penser, conceptualiser, théoriser. Et pour ça, il comptait sur sa seule raison, persuadé que l'émotion allait le déranger. Eh bien, il se trompait. La raison n'est rien sans l'émotion. Cette découverte récente, on la doit notamment à l'étude d'un personnage étonnant, l'Américain Phineas Gage. Phineas travaillait sur les chantiers des chemins de fer au milieu du 19e siècle. Tous ses collègues l'appréciaient.
Il était courtois, sérieux, précis, en un mot fiable. Jusqu'au jour où l'Américain se fit sauter un morceau du cerveau avec une barre à mine. Sans le vouloir, bien entendu. Aussi incroyable que cela paraisse, il survécut à l'accident et n'y perdit que l'œil gauche. Après une période de convalescence, il reprit son travail et là, patatras. Plus rien ne se passait comme avant. Il s'emportait facilement et n'était plus capable de prendre une seule décision sensée. Phineas fut renvoyé et pendant 12 ans, il ne cessa de changer d'emploi et de pays, laissant toujours derrière lui le souvenir d'un homme infect. Phineas et d'autres gens comme lui ont permis de montrer que le cerveau qui pense, qui calcule, qui décide est le même que celui qui rit, pleure, aime, éprouve du plaisir. Quand nous prenons une décision, c'est l'émotion qui prend le dessus. Ça aide à faire le tri dans toutes les informations que le cerveau doit traiter. Mais le plus souvent, nous n'en avons pas conscience. Et nous cherchons a posteriori une justification rationnelle à nos choix. C'est pour ça que demander « Et pourquoi vous aimez ce téléphone portable? Pourquoi vous avez choisi cette voiture ?» ne dit pas grand-chose des désirs profonds du consommateur. Ce qu'on fait tous les jours est irrationnel. Ce qui est drôle, c'est que nous, les consommateurs, croyons être rationnels. Mais 85% de nos actions sont profondément irrationnelles. C'est comme cela que les marques nous atteignent. Une marque, en fait, c'est juste de l'émotion. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la sentir, c'est dans notre tête. Et c'est la raison pour laquelle le neuromarketing se développe autant. L'industrie désespère de trouver le moyen de comprendre notre dimension irrationnelle pour consolider la valeur de la marque dans notre cerveau. Imprimer une marque dans notre cerveau passerait donc par le décryptage de notre subconscient. La plus vaste étude de neuromarketing menée à ce jour, c'est Biology, la science de l'achat. Son auteur, le Danois Martin Lindström. Véritable gourou du marketing, il se vend dans le monde entier en multipliant les conférences. Le magazine Time a récemment élu Lindström parmi les 100 personnes les plus influentes de la planète. Dans ses conférences, il n'hésite pas à bousculer son auditoire. Combien d'entre vous diraient qu'ils sont profondément irrationnels dans ce qu'ils font chaque jour? Levez la main. Une jeune femme là-bas? Maintenant que vous l'avez identifiée, éloignez-vous d'elle. Elle est dangereuse. Merci d'être si honnête. Menteur! Bon, maintenant soyez honnête. Combien d'entre vous touchent du bois? Levez la main. Sans rire, vous n'aviez pas levé la main tout à l'heure. C'est vrai. Pourquoi touchez-vous du bois? Pour avoir de la chance. Comment savez-vous que ça marche? Ça ne marche pas. Bonjour. Avez-vous 5 morceaux de bois à la maison, 5 morceaux de plastique et 5 cailloux? Et les touchez-vous à tour de rôle pour voir ce qui marche? Non. Nous sommes profondément irrationnels tous les jours. Our emotional reactions are involuntary, pretty much automatic. Emotions are centered in the lower part of the brain, the thalamus. The thalamus is not consciously controlled. L'émotion est une chose étrange. Si vous interrogez le propriétaire d'une marque, il vous dira que la photo d'une femme tenant son bébé dans ses bras, c'est ça l'émotion. Pour moi, l'émotion est inconsciente. C'est quelque chose que nous exprimons difficilement, quelque chose qui se produit sans que nous en ayons conscience. Les émotions sont donc l'essence de la marque. I'm beginning to see now how important it is to understand your emotions. Les émotions ont été totalement négligées ces 2 dernières années par le milieu de la publicité, principalement parce qu'on ne savait pas les mesurer. Actually, it measures and records all kinds of emotional responses.
mesure de l'émotion. C'est ce que cherchent à faire depuis longtemps les psychologues, les médecins, mais aussi les responsables du marketing. Comprendre ce qui nous remue en profondeur, ce qui motive nos choix. Voilà ce que proposent de plus en plus de sociétés de neuromarketing. In this experiment, we see that the skin temperature gradually drops from 0.80 on the graph to about 65. This is your captain again. Ici, à Berkeley, la société Neurofocus, l'une des plus grosses entreprises de neuromarketing dans le monde, assure mesurer l'efficacité d'une publicité grâce à l'électroencéphalogramme. On regarde les ondes électriques du cerveau et nous avons 64 capteurs. Chaque capteur contrôle le cerveau 2000 fois par seconde. Donc, en une seconde, on a 128 000 données enregistrées. Imaginez ce qu'on obtient en 30 secondes, en une minute. Ce sont des milliards de données. On mesure ainsi 3 paramètres, et seulement 3 paramètres, mais très précisément. La précision est très importante pour nous, car nous sommes une entreprise scientifique. Avec l'apothèque Casimir, mon chien a le sourire. L'efficacité publicitaire s'appuie ici sur la tendance à la joie. Si mon chien sourit, je souris. Optimisme sur pâté, plus racine de chien sur mètre égale sourire au carré. Pas mal, ça. Intéressant. On mesure ces ondes cérébrales avec une publicité d'1 minute. À partir de là, nous mesurons 3 paramètres qui sont l'attention, l'émotion et la mémoire. On en déduit un score d'efficacité qu'on applique à la publicité que nous venons de voir. Comme vous pouvez le voir sur le graphique derrière moi, chaque paramètre a son propre score et c'est leur combinaison qui donne le score général d'efficacité. Cette publicité a un très bon score. Sur ces paramètres, on voit que l'attention est très élevée. Bon, l'attention est ce qu'il y a de plus facile à capter, c'est pour cela que c'est toujours élevé. Mais si on regarde la courbe de l'émotion, on voit que ça monte et ça descend. Et c'est ça qu'on veut voir. Une émotion trop forte peut provoquer un rejet. On se fatigue vite de certaines publicités. Donc, des hauts et des bas, c'est bon signe. La dernière mesure est la mémoire. Et c'est la plus difficile à capter. Ici, nous disons que c'est une bonne publicité parce que la mémoire est très élevée dès le début. Le mieux, c'est quand la mémoire est élevée à la fin, comme on peut le voir ici. Si vous placez votre marque ou vos messages à la fin d'une publicité, c'est vraiment très bien. Et vous êtes sûr que le consommateur se souviendra de la marque. Les sociétés de neuromarketing traquent donc notre mémoire. Mais que disent les scientifiques de son fonctionnement? Est-il si simple à décoder? Et la mémoire de la publicité garantit-elle l'achat du produit? Bonjour, je suis Fabio Babiloni. Enchanté. Alors aujourd'hui, on va faire un enregistrement avec l'électroencéphalogramme. On va regarder ton activité cérébrale pendant que tu regardes un film. Ici, en Italie, Fabio Babiloni, chercheur en neurosciences, tente de décrypter le fonctionnement de la mémoire. Mais pas dans le même but. Lui et son équipe veulent en comprendre les mécanismes, observer l'activité d'un cerveau qui se souvient et celle d'un cerveau qui oublie. Et pour cela, le meilleur outil, c'est La mémoire d'une publicité ne signifie donc pas forcément l'achat du produit. Mais qu'en est-il de nos émotions? Ont-elles de l'influence sur la décision d'achat? Et pourquoi s'intéresser particulièrement au processus de décision? Parce que sans nous en rendre compte, nous passons notre temps à décider. Des habits que nous portons aux actions que nous faisons chaque jour, notre vie est une succession de décisions. Ici, à Palo Alto, on s'intéresse au rôle de l'émotion sur la décision. Et pour cela, on a choisi la décision d'achat parce qu'elle est rapide et l'émotion qui la précède, facile à observer.
Ce qui nous intéresse, ainsi que d'autres laboratoires, ce n'est pas seulement ce qui se passe au niveau émotionnel avec ce qui nous arrive, comme avoir une bonne note ou gagner $100, mais aussi avant que cela n'arrive, avant de prendre une décision, avant même de s'en apercevoir, est-on dans un état émotionnel? Et si c'est le cas, cela influence-t-il notre décision et notre comportement? Nous avons fait une expérience pour comprendre comment les gens achètent. Parce que acheter, faire du shopping sont des décisions économiques prises par la plupart d'entre nous. Et l'intérêt est évident pour les économistes, les marketeurs, les psychologues, etc. Pour comprendre si l'émotion permet de prédire nos comportements d'achat, Brian Knudson demande à des cobayes de faire leurs courses sous IRM. Au début de l'expérience, il leur donne $40. Puis il leur montre toute une série d'articles qu'ils peuvent acheter ou pas. Les cobayes repartent avec leurs courses et le reste de l'argent s'il y en a. Le plus étonnant, c'est que Brian Knudson peut prédire la décision d'achat avant même qu'ils se prononcent, simplement en regardant leur cerveau. Nous avons découvert que si la zone cérébrale impliquée dans l'anticipation de choses agréables, qu'on appelle le nucleus accumbens, si cette zone s'active quand les gens voient un produit, ils sont plus enclins à l'acheter, même avant d'avoir vu le prix. Mais quand ils voient le prix, si c'est une autre zone qui s'active qui est impliquée dans l'anticipation de choses désagréables et d'autres choses également, comme l'anticipation d'un choc ou la vision d'une horrible photo ou voir quelqu'un qui souffre, si cette zone appelée insula est plus active, alors il est probable qu'ils ne vont pas acheter. Être ému par une publicité sans souvenir, voilà donc des critères désormais mesurables. Mais est-ce suffisant? Une publicité a-t-elle le même impact, quelle que soit sa place dans la programmation? La société Neurosense, la plus grosse entreprise européenne de neuromarketing, a mené une étude sur l'implication du spectateur lorsqu'il regarde une publicité. Le client de cette étude, la chaîne MTV, veut savoir s'il n'y a pas moyen d'affiner les tarifs des espaces publicitaires en fonction des programmes qui les entourent. Là encore, un cobaye sous IRM regarde une émission, en l'occurrence South Park, entrecoupée de publicités. Where were you the day the tsunami struck? Where were you the night of the Paddington rail disaster? Where were you the day 1 million people fled Sudan? The Red Cross were there, and we're there today around the world for millions of people whose lives have been devastated by crisis. Nous obtenons une image en temps réel. Ce sont les données de David. On peut voir que la vision et la vue répondent bien. Donc l'expérience fonctionne. Nous avons découvert que l'ensemble du cerveau est bien plus actif quand les publicités sont vues dans un contexte pertinent que l'inverse, comme les aires cérébrales impliquées dans la mémoire, l'attention, la compréhension, les traits émotionnels dominants et ainsi de suite. Donc un large éventail de zones cérébrales. Maintenant, si on prend les choses à l'envers pour chercher les zones actives dans un contexte non pertinent, voici ce que nous voyons. Pas grand-chose. Et pourtant, ces résultats correspondent aux mêmes stimuli. Il y a donc intérêt à faire attention au contexte de programmation et on peut mesurer dans ce contexte également la quantité de mémoire utilisée en fonction de la pertinence du contexte. Cela montre l'avantage de placer la publicité au bon endroit au lieu de se ruiner pour la mettre en prime time dans un contexte qui ne serait pas pertinent. Mais n'était-ce pas évident qu'une publicité pour la Croix-Rouge au milieu de South Park serait mal perçue? Oui, ça paraît évident. Mais comment le mesurer? Il faut des mesures objectives pour faire changer la pratique des annonceurs, même si cela semble relever du bon sens. Mais malgré tout, la publicité reste globalement très mal placée en prime time.
Nous sommes exposés à 2 millions de pubs télé tout au long de notre vie, soit 8 heures de spots publicitaires, 7 jours sur 7 pendant 6 ans. On ne peut pas se souvenir de tout. Donc, pour survivre, nous devons sélectionner. Et nous savons désormais que le cerveau fait la sélection pour nous. Sinon, on buggerait, comme un ordinateur. On se souvient de ce qui est pertinent. Le reste est littéralement effacé de notre cerveau. Et devinez quoi? 99,9% des pubs sont diffusées hors contexte. C'est pour cela que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les consommateurs sont irrités. Une bonne nouvelle donc. Dans l'abondance publicitaire, notre cerveau, somme toute assez malin, fait le tri. Mais s'il est capable de sélectionner, il adore par-dessus tout être rassuré. Et c'est là que Martin Lindström fait une découverte étonnante. Le sentiment de sécurité et d'appartenance à une communauté fonctionne de la même manière dans notre cerveau pour une marque comme pour la religion. Pour appuyer sa démonstration, le Danois donne la parole à un pasteur. Une église et une marque ont de nombreux points communs. D'abord, la fidélité. Les gens font un choix et ils éprouvent ce joyeux sentiment de fidélité vis-à-vis de ce choix. Quel qu'il soit, un choix reflète une préférence. Il crée un sentiment de bien-être, quelque chose qui nous délivre. Il y a un lien évident entre une marque, au sens religieux, et une marque au sens commercial. C'est un lien psychologique, mais aussi spirituel. Il y a 3 ans, j'ai sauté dans un avion suite au résultat du projet Biology. Je voulais comprendre ce qui rendait la religion si puissante. Je ne dis pas qu'il faut créer une religion. Je dis que nous devons apprendre d'elle. Avec des marques comme Apple et Harley-Davidson, ou avec la foi chrétienne, on voit une intense activité de la région centrale du cerveau où se trouve le sentiment d'appartenance, mais aussi la peur. Des choses fortes donc. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Par comparaison, des marques comme BP ou Microsoft ne provoquent aucune activité dans cette région du cerveau. Ça, c'est intéressant. Cela nous montre que si la religion est là depuis 2 ou 3 000 ans, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des choses qui influencent notre comportement. La peur est si présente dans le monde où l'on vit qu'il n'est pas étonnant que les marques s'en servent. What, Moses? We are fucking lost. Si je vous demande si vous êtes fidèle à une marque, vous me direz non. Je ne suis pas un chien. Je n'ai pas de loyauté. Je veux ce qu'il y a de mieux. Mais dans votre subconscient, vous êtes peut-être fidèle, même si vous avez du mal à l'admettre. Donc on ne vous demande pas. On vous dit juste, écoutez, vous allez voir des mots sur un écran pendant une demi-seconde. Certains ont un point rouge, d'autres non.
Vous devez trouver les mots avec un point rouge. Que se passe-t-il alors? À chaque fois qu'un mot apparaît accompagné d'un point rouge, votre cerveau fait « Ah, voilà un mot avec un point rouge ». On appelle cela la réponse AA. En termes neurologiques, c'est la réponse P300, une signature absolument unique. Mais quand le nom d'une marque apparaît, il n'y a jamais de point rouge. Malgré tout, quand une marque apparaît, si elle signifie quelque chose pour vous, votre cerveau fait quand même « Ah, ah ». Cela indique clairement le niveau de résonance de la marque et son empreinte dans votre subconscient. Si la publicité est bien faite, c'est comme une religion. C'est du moins comme un des aspects de la religion. La religion a 10 piliers qui la rendent très puissante. L'un d'entre eux est l'évangélisme. On pourrait comparer la publicité à de l'évangélisme. C'est un peu comme quand on va à l'église. Sans vouloir offenser personne, une église, c'est comme un showroom. Le logo, c'est la croix. Tout cela est très puissant. Mais une église ne ferait jamais cela. Ce serait beaucoup trop. Une église, au contraire, laisse les gens reprendre sa parole, ce qui est plus authentique. Et devinez quoi? Les marques font la même chose maintenant. Je les aime parce qu'ils sont bien, ils sont, comment dirais-je, bien onctueux, vous voyez. Ah non, je préfère mes dados. Les fidèles consommateurs serviront-ils les intérêts des marques? Peut-être. Mais si les marques ont recours aux fidèles, quelles stratégies peuvent utiliser les pouvoirs publics pour des messages de prévention? Par exemple, pour nous dissuader de fumer. Parmi ces découvertes, Martin Lindström a eu la surprise de constater deux choses. Les messages du type « fumer tue » sont inefficaces et le recours au sexe dans la publicité ne sert à rien. Nous avons fait deux découvertes surprenantes. En testant les messages de santé sur les paquets de cigarettes, on a vu que ça ne marchait pas. En fait, ils ont l'effet inverse. Et ça, c'est une énorme surprise. This then is an example of a product that represents one of America's largest farm crops and one of the most controversial consumer articles. Je travaille avec plusieurs gouvernements dans le monde pour résoudre le problème du tabagisme. Et pour être franc, ce n'est pas pour demain. Mais on peut sans doute améliorer la situation. Ce que nous avons appris à propos des messages sur les paquets, c'est que quand vous voyez un paquet de cigarettes et que vous voyez le message, le nucléus accumbens est activé en premier. C'est la zone du cerveau liée au désir. Donc, vous voyez le message de santé, et 10 secondes plus tard, vous allumez votre cigarette, et vous vous sentez bien. 10 minutes plus tard, vous reproduisez le même cycle. Et vous savez ce qui se passe? Vous finissez par associer les messages à se sentir bien. Ce que nous voulons faire, c'est inverser la tendance. Déconnecter le lien entre le message de santé et se sentir bien. Pour ça, il faut changer le format des messages en permanence. Un jour, le paquet est blanc. Un autre, il y a du texte. Le troisième jour, c'est une image. Le quatrième, le paquet est rouge. Vous changez la couleur, vous changez le format tout le temps pour déconnecter le lien entre le réflexe pavlovien et le message de santé. Voilà le genre de conseil que je donne. Et qu'en est-il du sexe, ce ressort si souvent utilisé par la publicité? Le sexe ne fait pas vendre. Nous le savons dorénavant, grâce à Biology. On pensait le contraire. Cela a pu être vendeur dans le passé, mais il y a deux problèmes. D'abord, le sexe est tellement envahissant dans notre cerveau que dès qu'on en parle, on ne pense plus qu'à ça. Et on oublie complètement la marque. Quand on n'a rien à cacher, rien à cacher, on le montre. Joker n'a rien à cacher. Joker n'a rien à cacher, rien à cacher. Joker 100%, je ne fais rien à cacher. Joker. L'autre problème, c'est que de nos jours, le sexe est accessible partout. Cela prend 2 minutes en se connectant sur Internet.
Le sexe n'est plus entouré de mystère comme il y a 10 ans. C'est pour cette raison qu'il n'attire plus l'attention. Rappelez-vous cette campagne en France il y a longtemps, où une femme sur une affiche promettait chaque semaine d'en montrer un peu plus. Malgré son succès, cette campagne avait suscité la controverse. Et c'est pour cela que les gens en parlaient. Cela n'arriverait plus aujourd'hui. Si on refaisait cela en France, personne ne réagirait, parce qu'on est blasé. Donc, le sexe ne fait pas vendre. This is your captain again. S'il est inutile de s'adresser à nos pulsions sexuelles, il est en revanche primordial de parler à nos sens. L'ouïe, l'odorat sont encore trop négligés par la publicité. Et la raison, prétendent certains, serait liée à l'évolution de l'espèce humaine. Car malgré toutes ces années d'évolution, certains de nos instincts primitifs l'emportent encore et toujours. Il paraît que c'est la faute à notre cerveau reptilien. D'aucuns font de cet argument la base de leur commerce. C'est le cas de la société Salesbrain, qui propose des formations à la vente. Bonjour. Et si vous pouviez créer la bonne perception dans le cerveau de vos clients? Et si vous pouviez délivrer votre message à la partie du cerveau de vos clients qui prend les décisions? Qu'est-ce que cela voudrait dire pour vous? Plus d'affaires? Quel impact cela aurait-il sur votre business? Et si le neuromarketing vous donnait la formule pour faire cela? Et si vous pouviez écrire le discours qui tue en seulement 3 heures? I like selling. I like it here. I like the job too. I just hope the job likes me. Cela vaut-il la peine d'y passer du temps ce matin? Cela vaut-il votre cotisation syndicale pour les 10 ans à venir? Bien. Bonjour, je suis Patrick Renvoise. Je suis français, personne n'est parfait. Comme vous le savez, j'ai passé ma vie dans la vente et le marketing. Mais je n'ai jamais été satisfait des formations que j'ai reçues. J'ai donc inventé ma propre méthode. Voici ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous donner un aperçu de ce que nous savons sur le fonctionnement du cerveau. On aide les entreprises à appuyer sur le bouton d'achat dans le cerveau de leur audience. La méthode Salesbrain, elle s'adresse à tout le monde, puisque le modèle, c'est le modèle de l'influence. Donc, aussi bien à des gens qui vendent un Airbus qu'à des gens qui vendent une centrale nucléaire, qu'à des gens qui vendent des yaourts, ou même qu'à une mère de foyer qui essaye d'influencer son fils pour qu'il parte à l'école à l'heure. Je vais résumer avec une diapo ce que nous savons du processus de décision. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est évidemment très simplifié, mais pour le marketing et la vente, c'est très efficace. Donc, voici ce que les neuroscientifiques ont découvert grâce à l'IRM et d'autres techniques pour étudier le cerveau. La gâchette dans le cerveau, c'est en fait le haut du tronc cérébral et la partie qui unit les 2 hémisphères. Dans la littérature médicale, on appelle ça le cerveau primitif. On dit parfois le cerveau reptilien ou encore le système limbique. Peu importe comment vous l'appelez, l'important, c'est que nous utilisons la plus ancienne partie de notre cerveau pour prendre toutes nos décisions. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous décidons comme un crocodile. Pourquoi? Parce que nous partageons ce cerveau avec les reptiles, d'où le nom de cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien est en fait très ancien. Il a 450 millions d'années. Les neuroscientifiques l'appellent aussi le cerveau préverbal. Le Graal du neuromarketing, c'est ça, c'est trouver l'image, l'histoire ou le film qui va déclencher une émotion bien particulière, ou la joie, ou la tristesse, ou le fait de se sentir guilty, et que cette émotion va ensuite déclencher la décision. C'est ça le Graal du neuromarketing. Comment aller au-delà des mots pour exprimer votre valeur ajoutée? Le langage du corps, c'est un des moyens. Nous allons voir ce que vous devez faire pour parler à un organe qui ne comprend pas les mots. J'ai parlé d'une mauvaise nouvelle, mais vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que ce cerveau est si ancien, si primitif, qu'il en devient presque prévisible. Le cerveau archaïque, appelé aussi reptilien, a bon dos.
si l'on peut dire. Selon une théorie élaborée dans les années 60, le cerveau serait organisé en 3 niveaux. Un cerveau archaïque, le fameux cerveau reptilien, en serait la couche la plus enfouie. Hérité des reptiles, il déterminerait un certain nombre de comportements réflexes, comme l'agressivité ou la fuite. Le niveau intermédiaire, hérité des premiers mammifères, serait responsable de comportements plus complexes liés à la mémoire et aux émotions. Le niveau supérieur, le néocortex, permettrait la pensée abstraite, le langage. Les 3 cerveaux, issus de différentes étapes de l'évolution humaine, auraient des difficultés à communiquer entre eux. Un peu comme les ordinateurs au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux encodages informatiques. Le problème, c'est que cette théorie repose sur des notions fausses de l'anatomie du cerveau, de son fonctionnement et de la façon dont il a évolué d'une espèce à l'autre depuis des millions d'années. Autrement dit, si vous vous mettez en colère, rien ne sert de blâmer votre cerveau reptilien. L'idée même qu'il y aurait un bouton pour n'importe quoi dans le cerveau est une réduction de notre système le plus complexe. Le cerveau, c'est l'organe le plus compliqué, à la fois dans sa structure et dans son fonctionnement. Penser qu'on aurait une bosse du crime, un bouton d'achat, c'est scientifiquement faux, mais par contre, c'est un bon argument marketing. Paul Valéry disait souvent que ce qui est simple est faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc, quelque part, pour vendre le neuromarketing, vous entendrez parler de cerveau reptilien, vous entendrez parler de boutons d'achat, de décisions immédiates, de contrastes, etc., de peur. Malheureusement, pour les marketeurs et heureusement pour nous, consommateurs, le cerveau est loin d'être décrypté. All colas are the same. All colas are the same. I'll just have a cola. 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 I'll just have a. Yeah, you'll have the. You'll have the. I'll just have a Coke. L'aspect neuro du neuromarketing serait donc avant tout un argument de vente du marketing ? Finalement, toutes ces mesures, ça sert à quelque chose, ça marche ou c'est du vent ? Et si ça marche, risquons-nous d'être encore plus influencés, pour ne pas dire manipulés ? En aucun cas aujourd'hui, un marketeur honnête va vous dire « j'ai la réponse absolue, la publicité qui marche à 100% grâce aux neurosciences ». Tout ce que nous savons sur le cerveau est surestimé par les investisseurs et les industriels. D'un autre côté, il serait hypocrite de dire que ça ne marche pas, que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on est dans un cas où, si on vous parle d'apprentissage à la lecture ou de soigner certaines pathologies, les neurosciences aident. Et on est d'accord pour dire que ça apporte des éléments. Alors, si ça apporte des éléments pour ce type d'études qui vont dans le sens du bien public, entre guillemets, ça aide aussi à comprendre le comportement du consommateur. Nous n'avons rien à voir avec la manipulation. Nous nous contentons de mesurer. Nous ne faisons pas de publicité, ni rien de subliminal. Nous n'allons même pas dans cette direction. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt économique qu'il y aurait à utiliser les données de l'imagerie ou les données psychologiques, y compris celles des panels de consommateurs, pour manipuler les consommateurs. Parce qu'en vérité, si vous essayez de leur vendre une chose qu'ils ne veulent pas et que vous le survendez, alors ils ne l'achèteront pas. Subliminal advertising. A very subversive technique which uses images flash before our eyes that last only a split second, but just long enough to imprint in our vulnerable minds a product's name. Not just that either. Sophisticated vocal tricks are sometimes used without our realizing it at a conscious level. On n'a pas attendu les imageurs par résonance magnétique fonctionnelle, l'imagerie cérébrale, pour manipuler les gens et leur faire acheter ce qu'ils ne voulaient pas ou ce qu'ils ne connaissaient pas. C'est le propre du marketing et de la psychologie appliquée aux consommateurs
que de l'influencer, de le manipuler. On peut jouer sur les mots, mais en gros de lui faire adopter, de prendre des décisions qu'il ne voulait pas prendre. Les neuromarketeurs s'intéressent à ces techniques car ils se disent « Ah, voilà un désiromètre et je vais pouvoir manipuler tout ça ». C'est une façon simpliste de penser le fonctionnement du cerveau. This is the perfect project for you. This is the perfect project for us. Les gouvernements devraient fixer les limites de ce qui est autorisé ou non. Une bougie peut donner de la lumière. Une bougie peut brûler un immeuble. Il faut être prudent quant à l'usage de la bougie et ne pas blâmer la bougie. C'est difficile d'en contrôler les applications. D'un autre côté, c'est la responsabilité des scientifiques de donner leurs résultats au public et d'en expliquer les usages possibles. J'ai confiance en l'espèce humaine pour faire ce qu'il y a de mieux avec ce nouveau savoir. Je prends le pari que plus nous en saurons sur nous-mêmes, meilleurs nous serons. Pour le consommateur, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas installer de boutons d'achat dans le cerveau. Et Dieu merci, on ne peut pas contrôler les esprits ou lire dans les pensées. Nous voilà rassurés. La science, en particulier celle des neuromarketeurs, a ses limites. Pas question de lire dans les pensées. Pour le moment, oui, mais à l'avenir. En fait, le décodage de nos pensées a déjà commencé, ici, à l'université de Pittsburgh, sous la direction du professeur Marcel Just. Il n'y a là aucun objectif lié au neuromarketing. L'équipe de Marcel Just travaille principalement sur le langage et notamment sur l'autisme. Mais que se passera-t-il lorsque ces travaux seront repris par d'autres ? Depuis quelques années, on utilise l'IRM pour identifier le contenu des pensées. Grâce à de nouveaux outils de traitement de données, des machines plus intelligentes, nous sommes capables d'établir un lien entre un schéma d'activité cérébrale et un certain type de pensée. How you doing, Justin? Are you ready to get started? Okay, then. It's about 5.5 minutes long. So just stay as still as you can. Here we Marcel go. Just et son équipe ont mis au point un logiciel capable de reconnaître des mots auxquels on doit penser sous IRM, comme téléphone, camion. Des mots que l'ordinateur devine en regardant l'activité du cerveau. I think the word is apartment. Il a trouvé. C'est ça. C'est un 10 sur 10. Dans un test à 2 choix, il a fait un score parfait. Cela veut dire que quand nous pensons à une chaise, à une pomme, à un marteau ou n'importe quel objet physique, il se passe des choses semblables dans nos cerveaux. D'ici 10 ou 20 ans, on n'aura plus besoin de l'IRM. L'activité électromagnétique du cerveau sera détectée par de simples capteurs. On aura peut-être un petit matériel portatif avec lequel on pourra voir ce qui se passe dans le cerveau d'une autre personne. Ce sera un peu comme un camp de nudisme mental. Je ne sais pas comment éviter que ce soit mal utilisé. C'est un nouveau savoir formidable. Ça peut sûrement être utilisé à de mauvaises fins. On s'inquiète à propos d'interrogatoires de police, du neuromarketing. Bien sûr, on pourra l'utiliser pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, la coopération des gens est nécessaire. On doit faire exprès de penser à une pomme pour que cela marche. Mais au fil du temps, il faudra moins de coopération. Est-ce mauvais si chacun sait à quoi vous pensez? Eh bien, ce serait la fin de la vie privée. Vraiment. Au fur et à mesure que la science se développe, les possibilités de manipuler, en bien ou en mal, l'être humain sont absolument énormes. Vraiment énormes. Je crois que nous pourrons modifier la race humaine. Voulons-nous créer une nouvelle espèce? Je crois que nous en aurons les moyens. C'est au-delà de tout ce que je peux imaginer. Je ne sais pas. Le voulons-nous vraiment? C'est une des plus formidables questions auxquelles nous aurons à répondre. Et c'est pour bientôt.